Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, aujourd'hui, on parle de santé mentale. Et évidemment, comme vous le savez bien, pour faire mes podcasts, j'ai toujours un invité. Et on va commencer avec la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis... je vais répondre ça. Ça va être la réponse la plus générale que tu vas avoir dans tous tes podcasts, je pense. Je suis une humaine en quête de bien-être. Tout simplement. Et tout complexement. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est pas mal ça. La recherche du bien-être, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Je suis dans cette même recherche en ce moment. Et donc, tu as accepté aujourd'hui de faire, dans le fond, de participer à mon podcast par rapport à la santé mentale et pour parler proprement de ton expérience personnelle et pour qu'on discute un petit peu. Je sais que sur certains de nos diagnostics, on se ressemble sur certaines choses. Oui. Donc, est-ce que tu veux juste tout d'abord commencer à dire c'est quoi ton diagnostic dans le fond? Mon petit pédigree. Oui, ton petit pédigree, là. Il y a des choses qui ont été plus faciles à diagnostiquer que d'autres. Très, très jeune, moi, il y a un docteur, j'ai fait un ulcère à l'estomac, genre à 12 ans. Puis le docteur, il disait à ma mère qu'elle vit beaucoup trop de stress puis d'anxiété. Puis à cette époque-là, l'anxiété, la santé mentale, c'était pas très connu. Mais lui avait spoté ça, là, que je vivais trop de choses d'adulte pour un enfant, puis que c'était pour ça que j'avais fait finalement. Je me rongeais par en dedans, là. Oh mon Dieu. Ouais. L'anxiété, c'est venu très, très jeune. Diagnostic d'anxiété généralisée, ça c'est venu comme quand je suis arrivée à Shawinigan, parce que je suis native de Montréal, c'est là qu'on s'est connus. Oui. Avant d'arriver à Shawinigan, j'avais pas vraiment eu de diagnostic réel. Par la suite est venu le diagnostic de dépression majeure. Et il y a quelques années, 2-3 ans, il faudrait que je regarde c'est quoi l'année de mon diagnostic parce que je me trompe tout le temps. Est venu le diagnostic de personnalité limite, trouble de la personnalité limite. Puis à ce moment-là, j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup de démarches sur moi-même, sur ma vie. Fait que quand le diagnostic est venu, j'étais vraiment prête à faire le travail qu'il fallait, puis les thérapies qu'il fallait. Puis ça a été quand même assez rapidement, là, j'étais en voie de rétablissement là, très, très bientôt. On en discute avec mon médecin, puis on pense cet été commencer à baisser la médication liée à ma dépression puis tout ça. Fait que je vais faire réévaluer aussi mon diagnostic, mais on va pouvoir en parler un petit peu dans le podcast de la personnalité limite, comment ça se diagnostique puis comment que ça se rétablit. Ben, c'est justement aussi en même temps parce que là, c'est quand même plusieurs diagnostics, là, comme tu as dit, la dépression, l'anxiété généralisée et ça dérange-tu si je dis borderline ou. Ah non, vas-y. Okay. C'est de toute façon dans le dernier DSM-5, dans les dernières années, c'est revenu le terme borderline. Donc, TPL, borderline, il y en a qui sont frileux là-dessus. Je vais juste dire de mon côté, moi, évidemment, j'ai l'anxiété généralisée comme toi et c'est doublé de phobie sociale. Donc, puis évidemment, il y a eu une dépression par le passé aussi qui était liée un petit peu à ça puis à un événement. Donc, il y a quand même certaines choses sur lesquelles je pense qu'on va se comprendre et s'entendre. Le premier diagnostic que tu avais eu, tu m'as dit, c'est pour l'anxiété généralisée. Oui. Avant d'arriver à avoir ton diagnostic, comment que ça se passe? Comment que ça se passe pour toi de ce niveau-là? Ben, sais-tu, je pensais à ça dans les derniers mois. J'ai eu le temps de penser dans les derniers mois, je ne sais pas pourquoi. Puis je me disais, Caroline, je ne me rappelle pas que c'était quoi, comment j'étais. Je ne me rappelle pas vraiment comment je me sentais avant la médication. Parce que diagnostic anxiété, ça a été la première médication que j'ai accepté de prendre, presque. Puis, je te dirais qu'il y a du côté anxieux. Je pensais que tout le monde était comme ça. Moi, je pense que j'ai pas... avant de vraiment réaliser
sais, quand tu as un diagnostic, tu as des mots pour décrire ce que tu vis, puis tu te rends compte que tu n'es pas tout seul à vivre ça, tu réalises que tes pensées ne sont pas normales, qui ne sont pas habituelles, que les autres personnes ne pensent pas qu'ils vont se faire frapper quand ils sont en train d'attendre de traverser la rue. Que tu te rends compte que les gens n'ont pas ces flashs-là. T'sais. Fait que je pense que j'étais pas dans le déni, parce que je n'avais pas les connaissances pour, mais j'étais un peu dans le... Je surfais sur la vague un peu intense de la vie. Là. Mais c'est ça au début avec l'anxiété généralisée, c'est que, un petit peu comme tu dis, moi aussi, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tout le monde avait ça dans leur tête, puis des fois, tu essaies de parler aux gens, tu essaies de leur expliquer, puis ils te regardent comme... ouais. Comme, ben là, attends, là. Ouais. Fait que Ils finalement, pensent que tu es stressé. C'est pas bas qui est stress. Puis là, tu te fais dire, puis là, tu te demandes, c'est-tu dans ma tête? Mais là, oui, c'est dans Finalement, ma tête, oui. mais c'est ça, exactement. Finalement, oui, c'est dans ma tête. Mais c'est ça, non, je comprends ça. C'est comme, il y a quelque chose d'un petit peu... quand tu commences à comprendre que tu n'es pas normal, ben, j'aime pas utiliser le terme normal, Personne, mais quand tu... normal. Mais c'est ça, tout le monde est différent, mais quand tu apprends que tu n'es pas comme dans la... Typique, oui, merci. Voilà, quand tu n'es pas typique, il y a comme une espèce de comme, ah, OK, semi-soulagement, mais semi encore plus anxiogène, genre. Ah, c'est clair. Je pense que tous les diagnostics font ça. Même physique, je pense que ça peut faire cet effet-là, tu sais. Des gens qui se posent des questions, là, qui se rendent compte qu'ils ont une maladie rhumatoïde, puis que, bon, enfin, ils ont une explication pour leur douleur, mais qu'est-ce qui s'en vient après, tu sais? Comment que ça va être quoi la qualité de vie, puis... Mais toi, là, l'anxiété, comment c'est venu à toi, le diagnostic? Ben, en fait, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui a été un événement, puis, ben, tu me connais un petit peu dans le passé, tu sais que j'avais des tendances à être un petit peu agressif par moment, puis un petit peu... Je ne souviens pas de ça. Ben, pas plus verbalement, genre de comme en mode défensif, mettons. Tu sais, genre que... Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de toi comme ça. Ben, Guylaine puis Marie-Pierre m'ont beaucoup suivi là-dedans, puis ils disaient que, tu sais, que j'avais comme beaucoup de réactions défensives comme ça. Et pas nécessairement avec les gens que je connaissais puis les gens avec qui j'étais à l'aise. Puis vu que tu étais une personne avec qui j'étais à l'aise, c'est peut-être pour ça que tu l'as moins vu. Mais tu sais, comme il y a un moment donné, Guylaine et Marie-Pierre m'ont assis puis ils m'ont dit, David, c'est pas normal. C'est pas normal comment tu agis puis tout ça. Puis j'ai eu beaucoup de déni, beaucoup de tout ça. Et il y a un événement qui est arrivé et ce mur de défense-là a été détruit complètement. Je me suis retrouvé avec aucun moyen de défense, aucun moyen de survie. Tu sais, la carapace que tu te crées pour te protéger dans la vie, là, plus là, genre. Et c'est là que tout me comme pouf d'un coup, genre. Donc, j'ai commencé, ça a pris du temps avant que je décide de consulter, pour être honnête. Et quand j'ai décidé de le faire, c'est parce que j'étais vraiment rendu au bas du bas, là. À un moment donné, il arrive, ben, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, personnellement, il y a un moment donné où que c'est comme, si je descends plus bas, je suis pas là demain. Fait que j'ai décidé d'aller consulter à ce moment-là. Et c'est là qu'on m'a dit, moi, on m'a diagnostiqué les deux en même temps, dans le fond, là, l'anxiété généralisée et la phobie sociale, parce que je suis incapable. Il y a eu une période de temps où j'étais incapable physiquement de sortir de chez moi. Je comprends comme ça. Juste passer la porte, c'était trop. Et dès que je croisais un autre être humain, c'était crise de panique sociale dans ma tête. Puis encore aujourd'hui, c'est un peu comme ça, mais c'est de moins en moins pire. Chaque fois que je croise quelqu'un que je ne connais pas, j'ai l'impression que cette personne-là veut m'attaquer, qui veut être violent, comme je vois ça comme une agression. C'est un sentiment de persécution? Ben, ou de plus de danger? De danger. Mais ça, celui-là, il rapporte plus le côté post-traumatique de ce qui m'est arrivé, plus que le reste. Mais c'est un beau mélange, là. C'est toujours un cocktail. Oui, c'est ça. C'est comme toujours un beau petit cocktail qu'on n'a pas envie de boire, mais qu'on est comme obligé. Puis c'est surtout là, d'apprendre à vivre avec ça, d'apprendre. Puis
Puis tu sais, on va y arriver un petit peu plus tard, là, c'est sur clair, parce qu'il va falloir parler de l'acceptation, évidemment. Mhm. Mais ouais, c'est comme ça que ça s'est passé de mon côté. OK. Pour toi, pour ce qui est de la dépression, puis de borderline, comment que ça s'est passé exactement? La dépression est venue par fatigue. Je te dirais que tout ça a commencé par un beau burn-out très jeune. Tu sais, moi, à 15 ans, j'étais fatiguée de ma vie. Là, tu sais. Fait que ce qui arrivait tout le temps, c'est que, puis ça, c'est un pattern. euh, les dépressions que j'ai faites, c'était souvent parce que j'essayais de m'en sortir toute seule. Je mettais des choses en place. J'avais beaucoup d'espoir, puis paf, je me rendais compte que je m'épuisais. Tu sais, l'anxiété, ça épuise beaucoup. Puis là, récemment, j'ai eu un diagnostic aussi d'apnée du sommeil. Fait que ça, je sais que ça fait des années que ça dure. Puis la dépression, c'est venu beaucoup par burn-out. Puis pendant des années, moi, je me disais, je vais me débrouiller toute seule. J'ai été capable de traverser ma vie jusqu'à maintenant. Puis il y avait encore des tabous là, par rapport à la médication, puis par rapport à la thérapie. Euh, puis dans ma famille, on est une famille d'anxieux. Tu sais, fait que ça passait comme un peu comme tout le monde est de même. Tu sais. Fait que Ça venait amener le fait que, ben, on est comme ça dans ma famille, fait que ça venait normaliser ça aussi, dans le ben, fond. tu sais, c'est ça. Puis eux, c'est clair qu'ils n'allaient pas chercher de l'aide, tu sais. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose que tu allais chercher de l'aide pour. En tout cas. Puis, toi puis moi, on s'est connus au cégep vers 18 ans, à peu près, 18-19 ans. Euh, puis j'avais déjà commencé une bonne dépression à partir de l'âge de 15 ans. J'étais fatiguée de ma vie. On s'est battu beaucoup pour notre sécurité, sécurité financière, sécurité physique, émotive aussi. Ma mère nous a élevés monoparentales. Mon père avait beaucoup de choses à régler. Il nous a traumatisés énormément. Fait que j'étais fatiguée, tu sais, vraiment, là. Puis ma C'est que mère... tu étais déjà un petit peu au bout du rouleau avant Ah même oui, vraiment, d'embarquer dans la vie vraiment. adulte, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé d'arrêter de parler à mon père quand j'avais environ 15-16 ans parce que j'étais fatiguée, j'étais tannée. Puis ma mère, elle-même est tombée en dépression majeure quand j'ai eu cet âge-là. J'ai perdu tous mes repères. Fait que quand je suis allée au cégep, quand j'ai terminé mon secondaire, pour moi, c'était une délivrance. Je pensais m'en sortir. Puis c'est quand même le fun, le théâtre. Là. On s'entend que malgré tout, on a eu des belles années. Oui, 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 c'est clair, là. Je regrette pas une seconde d'être allée en théâtre, tu sais. Mais reste que vers la fin du deck, tu te dis, mais je vais-tu vraiment là-dedans, tu sais? Étant une personne anxieuse, toujours chercher de l'argent, toujours chercher des contrats, j'avais pas la force psychologique pour faire ça. Je savais même pas comment. Fait que, tu sais, quand le deck s'est terminé, j'étais un peu comme ça allait bien, mais j'étais un peu désespérée. Tu sais, je savais pas trop quoi faire avec ma vie. Euh, fait que, tu sais, je travaillais dans un café, je faisais du graphisme pour m'amuser, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben, j'ai décidé de faire un DEP en infographie parce que je voulais m'en sortir, je voulais un diplôme, je voulais commencer quelque part, Avoir un emploi puis avoir quelque chose qui avoir un ramène métier. un confort, là aussi. Ouais, c'est ça. Puis, graphiste, tu sais, il y avait quand même des belles jobs, des belles opportunités, puis je pouvais toujours retourner à l'école pour peaufiner mon affaire. Fait que je l'ai fait. Je te dirais que ça aurait duré 6 mois de plus, je ne sais pas si je l'aurais fait. Ah ouais? Un DEC, là, un DEP, je veux dire, de 1800 heures. Ça, c'est un an et demi. OK. Puis, tu sais, il n'y a pas de pause pour l'été. Tu as des pauses de 2 semaines l'été, 2 semaines à Noël. Fait que tu fais ça comme one shot, Back. là. Moi. Tu sais, c'est toujours des cours comme de 7h30 le matin à 2h30 l'après-midi. Fait que, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent en même temps. Moi, j'ai fait ça vers la fin. Mais, tu sais, je te parlais d'apnée du sommeil et tout ça. Pour moi, avoir de l'énergie, ça a toujours été la pierre angulaire de tout. Je pensais tout le temps que c'était l'argent, mais c'était pas l'argent, c'est l'énergie. J'ai jamais été capable de travailler en même temps que j'allais à l'école. Fait que, fait que ça, je l'ai fini, j'étais super fière. Je suis rentrée tout de suite dans le communautaire, puis j'ai eu des jobs en communication. Je me servais de mon graphisme.
Mais je travaillais en communication. Puis, je m'épanouissais vraiment, là. C'était vraiment cool. Tu sais, je travaillais avec Guylaine, une amie à nous, dans le milieu de la surdité. Puis, tu sais, pour moi, j'avais comme, tu sais, le sentiment d'utilité, là. Que tu servais à quelque chose, que Ah, ta vie avait un meaning, là. vraiment, tu sais. Puis, je savais pas à quel point c'était important pour moi. Je l'ai su par après. Mais, tu sais, pendant une couple d'années, j'étais quand même, ça allait bien, tu sais. Je dis pas que c'est clair que j'avais des patterns, des mauvaises habitudes de vie, des patterns autodestructeurs. Euh, je j'avais pas nécessairement une bonne manière de gérer mes relations interpersonnelles. Je dis pas que ma manière de vivre était bien, mais moi, j'étais pas en détresse constamment pendant une couple d'années. Mais je pognais des dents, tu sais. Je pognais des dents, puis tu sais, souvent, c'était relié à l'emploi, c'était relié à... Je m'investissais dans plein de projets, je me ramassais en burn-out. Non, non, non. Puis à un moment donné, tu sais, à force de toujours fesser les mêmes murs, ben, tu sais, tu te rends à l'évidence que tout seul, ça va être plus difficile, tu sais. Tantôt, tu parlais un peu de si je consulte pas, je serai pas là demain. Moi, c'était plus, je pense que j'ai fait le tour de mes outils, puis à date, bon, ça fonctionne pas tant. Fait que je me suis donné le droit. Puis à un moment donné, moi, je suis partie de Montréal vers l'âge de 25 ans. Oui. Ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Oh mon Ça Dieu. fait 10 ans. En fait, c'est en 2012. Ça va faire Fait que 10 ans. Ouais. OK. ça fait 9 ans, là, quelques semaines, en fait. Le Facebook me l'a rappelé. Wow! Il y a 9 ans. Ouais, je commençais au mois d'avril à ma nouvelle job à la Chambre de commerce en communication. Puis moi, j'ai eu diagnostic de dépression majeure, je l'ai eu, il me semble, à Shawinigan. Et ma médication pour l'anxiété généralisée, je l'ai eue à Shawinigan. J'avais essayé avec mon médecin de famille, qui était un vieil... comment on dit ça? D'où est-ce qu'il venait, lui? Oh mon Dieu. Il s'appelait Docteur Varnian. Puis lui, j'y avais parlé de ma détresse, puis à un moment donné, il m'avait envoyé à l'hôpital. C'est vrai, hey, j'avais oublié ça. C'est quand même spécial d'oublier ça. J'avais essayé la médication avec lui, mais il m'avait donné quoi qu'il assommait. Là. Je dormais 21 heures sur 24, ça n'avait pas de sens, puis je les ai arrêtés tout ça. Mais non, oh mon Dieu. Ne jamais faire ça. Mais Jamais. juste une petite question avant d'embarquer là-dessus. Ça a-tu été dur pour toi d'accepter de prendre la médication pour ça? La première fois, oui. La première fois, oui. Puis, je te dirais que ça a beaucoup de liens avec les capacités de mon médecin de famille de m'expliquer. Puis, j'étais allée au CLSC, moi, tu sais, comme quand tu vas te renseigner, puis j'avais eu des petites consultations d'urgence parce que ça allait vraiment pas. Mais tu sais, pour moi, c'était des genres de crises existentielles. Puis c'était mon passé qui me suivait puis qui m'empêchait d'avancer. Il y avait du déni là-dedans. Puis, euh, mais la médication, je ne sais pas à quel point je mets ça sur le dos des professionnels qui étaient mal outillés pour me l'expliquer, puis moi, puis la société qui n'était pas rendue là. Fait que oui, ça a été excessivement difficile d'accepter la médication parce que tu acceptes que tu es malade. Tu sais? Moi, je l'ai refusé pendant un bout de temps, la médication, parce que j'étais Ouais. comme, excuse-moi, j'étais comme, je suis capable tout seul. Non, Mhm. j'ai pas besoin de tout ça, puis tout ça. Puis dans Tu ma vas tête, devenir si accro. j'acceptais de prendre la médication, j'étais un échec, genre. J'étais pas quelqu'un qui est capable de prendre soin de lui-même. Mais en Ouais, même temps, c'est ce que j'étais à l'époque, j'étais pas capable de prendre soin de moi-même, tu exactement. sais. Mais il y a comme une partie de toi qui veut pas l'accepter, qui veut pas être cette personne-là. Mhm. Et il y a un moment donné où j'ai été forcé de prendre la médication parce OK. que j'étais en arrêt de travail à l'époque. Puis OK. si j'acceptais pas de prendre la médication, mon arrêt de travail était refusé. Tu as dû vivre ça comme une des pires choses de ta vie. J'ai fait semblant de prendre la médication pendant 6 mois. Ah non.
J'allais la chercher à la pharmacie, mais je ne la prenais pas. C'est facile, dans le fond. Ben, c'est ça. Puis, il y a un moment donné où j'ai comme lâché prise. Je ne sais pas où le déclic s'est fait, mais à un moment donné, j'ai lâché prise, puis j'ai commencé à la prendre pour vrai. Puis, Ah, ouais. ouais. Puis, il a fallu qu'on me change de médication, puis ma médecin de famille s'est rendu compte que je ne la prenais pas avant, parce que comment ça, là, tu as des effets Ouais. désagréables, mais ça fait 6 mois que tu es dessus, tu sais. Oh, Euh, ouais. Bref, c'est ça. Ben, écoute, je suis sûre qu'elle était juste contente de savoir la vérité puis de savoir que tu avais fait du cheminement, là. On pense qu'ils vont nous chicaner, tu sais, mais finalement. Mais moi, pour vrai, je suis vraiment chanceux. Puis le chapeau, ma médecin de famille puis ma psychologue, euh, je suis tombée sur 2 femmes extraordinaires. Hmm. Puis les 2 communiquent bien une avec l'autre sur mon dossier. Fait que j'ai vraiment été chanceux. Parce qu'on va se Nice. dire, c'est pas tous les médecins de famille, puis c'est pas tous les psychologues qui devraient avoir leur métier, mettons. On Mhm. va dire ça comme ça. Ouais. Ou qui ont, même il y en a qui ont des bonnes intentions et c'est des humains comme nous, des fois, ils n'ont pas les capacités de dealer avec la façon dont c'est fait maintenant. Ouais. Euh, Moi, personnellement aussi, je suis en full gratitude parce que mon psychiatre, c'est vraiment la perle de ma vie. Je ne peux pas en dire autant de ma médecin de famille en ce moment, malheureusement. Mais mon ancien médecin de famille, oui. Puis, ça, on parlait de médication puis d'acceptation. C'est fou comment les professionnels de la santé, dans notre cheminement, peuvent changer le cours des choses. Puis je veux pas mettre tout le poids sur leurs épaules. Euh, Puis j'ajouterais même qu'il y en a que j'ai détesté. Puis c'est juste 15 ans plus tard que je me rends compte que, oh mon Dieu, il était donc bien compétent. Qui me brassait comme ça, mais c'était moi qui n'étais pas rendu là. Et des fois, effectivement, c'est comme on n'est pas à l'étape où que. On n'est pas rendu à l'étape où eux voudraient qu'on soit, mettons. Ben, il y a ça. Il y a ça, puis des fois, il faut être en confrontation pendant des mois pour finir par y arriver. Puis moi, je te dirais, pendant des années, j'ai accepté de voir des intervenants, des psychothérapeutes, mais pas des psychologues. Tu sais, quand je te disais, j'étais allée au CLSC, nanana, Oui. tu sais, ça, c'était correct. Mais psychologue, là, ça devenait trop sérieux. OK. Ça rendait ça trop réel, genre? C'est un peu comme la médication. Oui. Ouais, tu sais. Excuse-moi, j'avais fait une petite parenthèse médication, Vas-y. justement. Mais après ça, tu as commencé à prendre la médication pour la dépression majeure, comme Pour tu l'anxiété disais. en premier, Ton anxiété en premier. OK. ouais. Dans le fond, là, c'est là que mon médecin de famille est de Shawi, euh, lui, la manière qu'il m'a amené ça, c'était comme, essaye-le. Puis si ça marche pas, puis lui, il m'a convaincu de l'essayer sur une petite période de temps. Puis si on se rendait compte que c'était pas le bon outil, on allait les arrêter. Puis il avait tout à fait raison. Sauf que, comme tout le monde que je connais qui finit par apprendre la méditation, ça fait comme, mais pourquoi je me suis fait souffrir autant? Ah, mon Dieu, mais pourquoi je me suis fait vivre l'enfer comme ça? Wow! Bon, j'ai été chanceuse parce que ça a été, la première, il me semble qu'on n'a pas essayé de médication pour l'anxiété tant que ça. En général, l'anxiété est quand même facile à gérer médicalement. La dépression, c'est pas la même chose nécessairement, mais reste que quand cette médication-là s'est mise à faire effet, j'ai fait OK, là, je suis tellement heureuse et libérée d'un poids puis de traumatisme. Les flashs que je parlais tantôt, c'était comme tout se calmait, là. C'est comme, tu sais, quand il y a une panne d'électricité, là, qu'on n'entend plus, on se rend compte qu'on entendait le son de l'électricité, puis là, ça devient vraiment silencieux, là. Il y a comme une espèce de respire qu'on peut prendre, là. Ouais, c'est ça, tu sais, t'entends vraiment le silence pour vrai, tu sais. Euh, Dans une maison, moins, là, mais tu sais, quand on est, mettons, à l'école, dans une institution où c'est des néons, puis tout Ah ça, ouais, là, puis le puis là, zzz. ouais, puis là, tout ça, ça aide, puis là, t'entends le vrai silence, là. Je comparerais ça à ça.
Non, je le vois. Effectivement, il y a une espèce de respire que tu es capable de prendre. Mm. Puis je tiens à préciser que ça ne se fait pas miraculeusement, gang, là, comme c'est pas genre Non. pouf, tu prends une pilule, puis 2 secondes après, là, ça va mieux. Là. Ça prend Quelques semaines quand même. ouais, pour faire effet. Puis c'est pas miracle, là, ça ne guérit pas quoi que ce soit. Là. Il y Non, a quand même le processus d'apprendre à vivre avec. tout à Le, fait. le problème, mais effectivement, il y a un soulagement, il y a une espèce de, comme tu disais exactement, pourquoi je me laissais vivre comme Mm. ça. Genre, c'est Mm. comme, OK. Tu sais, quand j'explique la médication aux gens, là, c'est comme, non, c'est pas un miracle, sauf que ça donne un phénomène un peu d'accélération quand tu te prends en charge. Quand tu te prends en charge, je le mets en gras souligné, là, quand tu te prends en charge, parce que ça te permet d'éclaircir tes pensées. Tout est plus clair, c'est plus facile de régler ces shit parce que tu es capable de te faire une phrase dans ta tête, que ça soit continue. Tu es capable de lire des livres sans te faire bombarder d'images. Tu as plus d'énergie. C'est tellement épuisant l'anxiété que tu as plus d'énergie pour régler tes affaires. Fait que, tu sais, ça ne règle pas tes affaires à ta place, mais ça t'amène une clarté d'esprit, puis une espèce de calme intérieur que tu n'as jamais eu pour régler tes affaires. Tu C'est comme le plâtre sur le bras cassé. C'est pas sais. le Ouais. plâtre qui guérit ton bras, c'est ton Non, corps. c'est ça. Le plâtre, il est là pour aider. Mais c'est ça, puis ton corps est là pour le faire. Puis tu sais, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup, même dans le milieu de la santé mentale, il y a encore des gens qui sont contre la médication, Tout tu as à des fait. gens qui ne veulent pas l'en prendre, puis puis je tiens à préciser que ça reste quand même un choix personnel parce que Absolument. il y a aussi des gens que malheureusement la médication, ça ne leur fait pas bien. Il y a des gens qui vont avoir des réactions, il Mhm. y a des effets secondaires des fois et tout ça. Fait que c'est vraiment, l'important, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne pour vous. Puis si on vous donne une médication, si on vous donne quoi que ce soit, ayez pas peur de dire si ça ne marche pas pour vous. Ayez Ah, pas ça, peur de là, c'est le dire plus grand conseil. si Tellement ça ne marche important. pas pour vous, ça ne marche pas pour vous. Fait que ça, c'est très important aussi parce qu'il faut suivre le processus qui est adapté à soi-même. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer puis à être bienveillant envers soi-même, Mhm. de se donner le droit, premièrement, de ne pas être comme les autres, de se Mhm. donner le droit de ne pas guérir comme les autres, de pas avoir les mêmes traumatismes, les mêmes symptômes. Tu sais, je veux dire, moi puis toi, on a le même diagnostic là, par rapport à Mhm. l'anxiété généralisée. Mhm. Mais nos symptômes sont probablement pas les mêmes. La Non. façon qu'on le vit, probablement pas les mêmes. Donc, c'est là où c'est important de vraiment aller voir comment ça fonctionne en soi-même et où l'aide d'un psychologue, psychothérapeute, médecin de famille est important parce Mhm. qu'il donne les outils dont on a besoin Exact. pour justement, puis les outils, il y en a tellement plus que ce que je pensais. C'est infini. Écoute, excuse-moi. Ça s'adapte. Ça s'adapte. Parce qu'en plus, tu sais, il y a des fondements dans certains outils, mais tout peut être utilisé comme un outil. Tu sais, une routine, c'est un outil. Fait que, tu sais, on s'entend que si tes habitudes de tous les jours peuvent être des outils, le sommeil, la gestion du sommeil, l'alimentation, si ça peut être un outil, n'importe quoi, tu peux donner un outil. Fait que, ça aussi, c'est une belle réalisation, je pense que j'ai faite dans le milieu de la santé. Tu sais. Puis, tu disais, tu sais, important de le dire si ça ne fonctionne pas. Nombre de fois que j'ai croisé des gens qui m'ont dit ah, j'ai essayé la médication, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Premièrement, je respecte ça parce que euh, tu l'as essayé, tu as déjà essayé quelque chose de plus. Puis d'un autre côté, je suis comme, t'en as essayé combien? Il y a Puis, ça aussi. on parlait de l'importance des professionnels de la santé. Est-ce que ça a été bien expliqué, ça, avant? Qu'il y a plusieurs molécules différentes qui agissent. Sur Écoute, différents. comme tu disais, nos tags anxiété généralisée se manifestent différemment. Il y a des événements qui sont différents.
Est-ce que tu as un syndrome post-traumatique aussi? Est-ce que c'est, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du PTSD complexe, syndrome post-traumatique complexe. Non. C'est la même chose qu'un syndrome de stress post-traumatique relié à un événement, mais complexe, ça veut dire que c'est de l'accumulation de plusieurs événements. OK. Souvent, ça se développe dans une famille où il y a un narcissique. C'est des traumatismes. À répétition, là. C'est ça, exactement. C'est complexe parce que tu ne peux pas cibler un événement puis le décortiquer comme... C'est ça, il faut que tu ailles comme plein de petites choses. Je Ouais, m'en ai dit, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça. Ouh! J'ai pas la chance, mais tu sais, je veux dire, au moins, vu que moi, on peut pinpoint l'événement en question, c'est pas que c'est plus facile, puis je veux pas dire ça, mais on focus beaucoup là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est pas comme éparpillé. Donc, ça, c'est sûr que... Ouf. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Puis, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres dans la vie de traiter des sujets. Il y a des étapes. On essaye des affaires. Il faut juste se donner le droit d'essayer des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, quand quelqu'un me dit j'ai essayé la médication et ça ne me fait pas, j'ai une oreille qui frise puis une oreille qui s'est redressée. Parce que oui, je comprends, mais est-ce que tu as abandonné les démarches pour autant? C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. C'est l'important, c'est de continuer aussi. Mais tu sais, moi, en plus, je fais partie des personnes qui disent que tout le monde devrait avoir un psy ou un psychiatre. Là. Même les gens qui sont typiques, neurotypiques, sérieusement, ça fait tellement de... Bref, c'est ça fait du bien. Ben, c'est de l'hygiène émotive. Oh, j'aime ça, de l'hygiène émotive. Ouais. J'ai pogné un TED Talk, j'écoute tout le temps des TED Talks. Puis il y en a un que c'était sur l'hygiène émotive. Je trouve que, sérieux, moi, mon bilinguisme m'a sauvé la vie. Là. Je ne suis pas bilingue parfaite, là, mais reste que j'en ai regardé des vidéos en anglais là, qui m'ont comme des concepts qu'en français, on parle juste pas. Juste sur le borderline, c'est fou comment il y a un gros décalage. Là. Mais l'hygiène émotive, ouais, c'est juste ça va de soi. C'est comme prendre une douche. Tout à fait. S'il y a des caca, il faut que ça sorte aussi. Oui. Les cacas ne sont pas juste dans les fesses, ils sont dans la tête aussi. C'est ça. Puis on parle de l'intestin comme le deuxième cerveau. Bon, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Mais moi, j'y crois quand même pas mal que l'intestin, c'est le cerveau émotif. Puis qu'il y a de plus en plus d'études là-dessus, là, sur, mais quand tu bloques, là, y a-t-il d'autres choses que tu n'es pas capable de digérer dans la vie? Quand tu es allergique à plein de choses, puis que ça t'apparaît en étant adulte, t'es-tu quelqu'un qui se protège? Mais en même temps, c'est une question que je me posais parce que, tu sais, avec le diagnostic d'anxiété généralisée, dépression, borderline, est-ce qu'il y a un moment donné, quand on a plusieurs diagnostics comme ça, à un moment donné, c'est comme, bon, un autre, genre. Est-ce qu'il y a un moment donné où il n'y a pas une espèce d'épuisement de travail sur la santé mentale? J'ai eu ce feeling-là. Oui, je suis passée par là, mais j'ai trouvé un dicton à un moment donné que je trouve bien intelligent, qui disait « Si tu as l'impression d'être en enfer, c'est pas le bon moment d'arrêter. Continue ton chemin. » Fait que je ne suis pas restée dans cette idée-là de genre, bon, un autre, ça va-tu finir à un moment donné? Puis je te dirais que anxiété généralisée puis dépression, quand le diagnostic de dépression majeure est arrivé, pour moi, c'était juste une évidence. Ça faisait tellement d'années. Puis en lisant sur l'anxiété, j'ai lu sur la dépression. Fait que, pour moi, c'était pas de la grosse affaire. C'est comme, ben, je le savais, tu fais juste me le confirmer. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, ça a été une question de, essayer des nouvelles médications, tout ça. Puis encore là, j'avais mon bon médecin de famille, fait que c'était bien correct. J'ai eu accès à un psychiatre
psychiatre, je pense, pour cette dépression-là. Je pense que c'est là que j'ai connu mon psychiatre. Puis ça a pris plusieurs années. J'ai une amie qui a reçu ce diagnostic-là de borderline. J'ai lu un livre pour mieux la comprendre. Puis je suis arrivée à mon psychiatre en disant, j'ai lu ce livre-là, puis il m'avait glissé un mot sur des diagnostics potentiels, puis je me reconnais pas pantoute. C'est drôle, là, je devrais leur lire ce livre-là, même si je me souviens plus c'est quoi. Je me reconnaissais pas du tout dans ça, dans ce que ce livre-là décrivait. Tu sais. Est-ce que tu penses que c'était une forme de déni ou est-ce que c'est juste que c'était peut-être pas expliqué de façon vraiment complète? Un mélange des deux, trois. Je dis trois parce que sérieux, s'il fallait faire... Il existe un livre qui s'appelle le Manuel du Borderline. Mais je pense que si on avait un manuel du borderline à faire, il serait ça d'épais. Il y a 9 traits de personnalité qui définissent, peut-être pas qui définissent une personne, mais il y a 9 traits problématiques qui ont été établis, qui reviennent, qui sont des patterns pour les personnes borderline. Il faut en avoir 5 sur 9 pour avoir un diagnostic de trouble de la personnalité. Mais c'est possible d'avoir juste des traits de la personnalité. Okay. Si tu en as 4 sur 9, tu as quand même beaucoup de traits. Là. Mais tu n'as pas un trouble de la personnalité. Il faut vraiment que ce soit plus... ouais, à 5, là, tu commences à être moins fonctionnel. Okay. Ça commence à être vraiment un réel problème. Mais encore là, j'ai mes réserves. Parce que tu peux en avoir 4 traits problématiques, à mon avis. Okay. Moi, je vois ça un peu comme... je suis très visuelle dans la vie. Puis si je te dis, mettons, on a 9 traits qui sont un par-dessus l'autre, peu importe, ils peuvent être dans l'ordre ou pas. Là. Puis chaque trait, tu as une échelle comme ça. Tu as le milieu qui est comme bien équilibré. Puis tu as un extrême qui est déséquilibré, destructeur, puis l'autre qui est comme trop protégé. OK. Puis quand... tu sais, dans le fond... J'essaie de formuler mon expérience, puis comment ça s'explique, là, mais c'est compliqué. Ben, c'est pas facile déjà à la base, comme tu dis, c'est pas facile c'est pas facile, premièrement, comme situation. Puis c'est tellement défini dans différentes sphères aussi, selon ce que je comprends, que ça devient difficile aussi à voir où est-ce que je me situe là-dedans, où est-ce que c'est... J'ai fait le calcul, OK, de juste si tu as un trouble, c'est 5 sur 9, là, il y a 256 profils potentiels. Wow! Okay. Puis si tu rajoutes les traits, je pense que ça donne... je pense que ça donne 1000 ou 500. En tout cas, entre 500 et 1000. Tu sais, ça n'a pas de sens, là, comment tu peux... Puis ça c'est sans compter les comorbidités. Les comorbidités, c'est d'autres diagnostics. En général, il y a dépression et anxiété qui viennent avec, en général. Mais tu peux avoir un trouble de la personnalité narcissique qui s'ajoute à ça. Tu peux avoir la bipolarité qui s'ajoute à ça. Tu peux avoir... C'est ça. Le syndrome post-traumatique est souvent là. Puis on sait qu'un traumatisme peut être lié à une infinité de possibilités. Il y en a que ça peut être persécutoire, il y en a que ça peut être un accident. Il n'y a pas de limite. Fait que, quand j'ai regardé ça, j'ai réalisé ça l'année passée, j'ai fait OK. C'est pour ça que c'est tellement difficile à diagnostiquer. Mon psychiatre m'a expliqué que avant de donner un diagnostic de borderline, il faut éliminer tous les autres. C'est un diagnostic qui se fait par élimination. C'est quand tu penses à ça, là. Quelqu'un qui a de la misère à se prendre en charge, qui a de la misère à admettre la vérité, qui est dans le déni, il faut que tu tasses sa dépression. Il faut que tu tasses puis que tu traites sa dépression. Il faut que tu tasses puis que tu traites son anxiété. Il faut que tu tasses la bipolarité. Hey, c'est des années et des années. Il faut que tu tasses tout de côté puis que tu arrives à OK, ben non, c'était rien d'autre, fait que c'est ça. Et voilà. Puis en plus, c'est un processus qui est épuisant, là, je veux dire. C'est épuisant, ça n'a pas de sens.
Puis, c'est pas tout. En fait, c'est vraiment pas tous les professionnels de la santé qui s'y connaissent. J'approuve. By the way, petite parenthèse, un psychiatre, psychologue, ça se Ouais. magazine. Oui, C'est comme une paire de tellement. souliers. C'est comme l'impair de souliers, c'est comme la médication. Si ça ne fonctionne pas, change. Puis ils seront pas offusqués. Puis même s'ils le sont, ça ne t'appartient pas. Puis si un psychologue ou un psychiatre est offusqué parce que tu vas aller voir quelqu'un d'autre, Il selon n'est moi, pas c'est dans le une bon preuve que métier. c'est pas un bon psychiatre ou psychologue. Mais bon, oui. Voilà, tout à fait. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui tripe. Tu sais, moi, je veux devenir psychologue, puis il n'y a personne qui tripe à pas aider quelqu'un. Normalement, quand tu t'en vas psychiatre ou log, psychologue, c'est pour aider les gens. Puis quand tu sens que tu n'es pas le bon outil, ça ne sert pas à personne. Tout le monde perd son temps là-dedans. Exactement. Ta seule magazine, tu as tellement bien dit. Et, là, là, il y a le diagnostic, il y a tout ça. Il y a deux questions que je veux qu'on aborde vraiment. Oui. C'est premièrement, au niveau personnel, comment tu prends ça? Comment tu vis ça pour en arriver à l'acceptation? Mais au niveau du monde extérieur aussi, les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Leur réaction, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, évidemment. Puis tout dépendamment comme ce qui se passe, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, la famille, les amis, c'est des sphères tout à fait différentes avec réactions, tout ça différent. Fait que comment tu embarques là-dedans? Là? Ben, écoute, de la manière que moi, j'ai eu mon diagnostic, c'est pas mon psychiatre qui me l'a annoncé. J'avais accepté de faire une thérapie de groupe parce que j'avais jamais essayé ça. Puis je jugeais ça. Pour moi, c'était des groupes de discussion, puis nanana, puis aller étaler ses problèmes devant les autres. Hein? Tu as déjà entendu parler de ça, c'est sûr. Puis je suis étonnée encore aujourd'hui de me dire, Caroline, avec tout ce que j'avais vécu, je jugeais encore certaines parties de la, en tout cas, de la prise en charge. Mais bon, là, j'étais rendue à accepter j'étais rendue dans le full disclosure de je vais tout faire pour m'aider, je veux juste être heureuse. Tu sais? C'est comme là, tu es complètement ouverte à là, je veux aller mieux. Oui, exactement. Comme, je me fous de ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille mieux. C'est ça, exactement. Tu sais? Ça, c'est une belle période dans la vie. Oui, oui. C'est confrontant, mais après, c'est des belles portes qui s'ouvrent. Puis, la thérapie de groupe n'était pas typiquement pour les borderline. C'était de la gestion des émotions. OK. Fait que je fais cette thérapie-là, c'est 12 semaines. 12 rencontres, donc 12 semaines. Obligatoire. C'est quand même très serré, là. Tu peux pas t'absenter plus que 2 fois, même si c'est justifié. OK. Mettons que j'aurais 3. C'est sûr que si j'ai des rendez-vous médicaux prévus d'avance, c'est pas pareil. Mais je veux dire, si. Mais même là, le groupe n'aura pas 13 rencontres. OK. Il faut que tu aies 10 rencontres minimum. Fait que ça rentre là-dedans si tu as des rendez-vous médicaux, si tu as des urgences. Normalement, quand tu t'engages dans quelque chose, si tu as plus que 2 absences en 12 semaines, il y a quelque chose qui cloche. Puis souvent, on est là parce qu'on se gère mal. Fait que c'est une façon de voir qui est prêt à s'engager, vraiment. Et des fois aussi, c'est une façon qu'on a comme de s'échapper d'un échappatoire. Et voilà, exactement. Puis moi, c'était ma tendance aussi, la fuite. Fait que, fait que c'était parfait. Fait que, tu sais, je l'ai faite, puis à la fin de ça, ma psychologue, il y a toujours deux intervenants dans ce type de thérapie de groupe-là. Une qui observe, une qui interagit. Il y en a qui ont des suivis avec la moitié, l'autre thérapeute a un suivi avec l'autre moitié. Des fois, il y était 3. La directrice de la chaire, pas de recherche, là, mais la directrice, en tout cas, des psychologues qui étaient aussi thérapeutes, qui chapeautaient un peu le programme. Une thérapeute d'expérience en Titi que j'avais déjà eue, une psychologue, je veux dire. Puis, il y avait une étudiante qui est au doctorat. Elle est quand même loin dans son processus. Prête, là. Ouais. Puis que, tu sais, elle était prête à traiter. J'avais quand même mes doutes parce que
J'étais prête, mais j'avais comme une habitude en thérapie. J'avais comme une habitude avec certains thérapeutes. Puis elle avait une autre approche. Puis on va en parler un petit peu plus tard. Mais reste qu'à la fin de cette première thérapie de groupe-là, on fait un wrap-up, tout à fait normal. Et là, dans une phrase tout bonasse comme ça, ce qui arrive, elle me dit, tu sais, mettons, je me mets à sa place, elle me dit, et ce que j'observe avec toi, là, je joue la psychologue, ce que j'observe avec toi, c'est des traits qui se manifestent souvent avec des gens qui ont le trouble de la personnalité limite, mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement qui peut venir avec ça, puis on peut s'en sortir. Puis là, elle continue un peu à parler, puis je fais, un peu, qu'est-ce que tu as nommé? Tu as nommé quelque chose. Trouble de la personnalité limite. Puis là, je suis sûre que c'était pas une maladresse qu'elle a faite. Elle voulait que j'aille la chercher. Elle voulait sûrement voir aussi comment j'allais réagir, puis tout ça. Elle a eu le temps quand même de dire quelques mots, mais j'ai fait comme, OK, qu'est-ce que... Trouble de personnalité limite. Fait que là, elle a vu probablement mon ouverture. Puis, on en parlait tantôt, c'est venu comme une fleur puis un pot, tu sais. Oui. Wow! Je m'attendais même pas à avoir un diagnostic, là. C'est comme la fleur puis le pot. Oui, je pense que c'est ça. Tu reçois la fleur puis le pot, oui. C'est ça. C'est pas, ça vient pas d'une personne, tu sais, en particulier. Elle n'était pas contre moi, là. Non, c'est ça. La fleur puis le pot, elle vient de nous-mêmes aussi, là. Ben oui, absolument. Je veux dire, ça m'était dû. C'était ma fleur et mon pot. Oui. Puis, tu sais, ça veut dire aussi qu'elle avait consulté, qu'il s'en était parlé. Elle me l'a dit aussi, là, avec mon psychiatre, nanana. Puis après, j'ai eu une rencontre avec mon psychiatre. Et là, je suis retournée un peu chez nous, je suis retournée pas un peu chez nous, je suis retournée beaucoup chez nous. Je suis retournée chez nous avec ça, puis la pire chose qui existait à ce moment-là, c'était l'Internet. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que un instant, là, je ne suis pas un monstre. C'est incroyable comment les personnalités limites sont présentées comme des gens à ne pas fréquenter. Je paraphrase un psychiatre de Douglas, l'Institut Douglas. Parce qu'en fait, moi, je me disais, OK, je vais aller sur Internet, mais je vais aller sur des sites quand même sérieux. Je veux savoir c'est quoi ça, cette bébête-là. Parce que, je veux dire, les psys, ils donnent ton diagnostic, mais ils ne peuvent pas passer le reste de la journée avec toi. Ils font de leur mieux pour te lire le livre au complet, là, tu sais. Ouais, tu sais, c'est ça, puis ils sont limités eux-mêmes là-dessus. Fait que je ne suis pas partie avec la documentation autant, à part celle de la prochaine thérapie de groupe que j'allais suivre. Fait que je suis un peu comme sonnée. Puis là, je check sur Internet, puis là, je vais sur l'Institut Glass, puis là, il y a une conférence de 1 heure et demie, genre, d'un psychiatre. Puis, qui faisait la différence entre la bipolarité et le borderline, comment on réagissait, puis tout ça. Puis il disait genre qu'on était des gens excessivement difficiles à côtoyer, qu'on avait des relations toxiques, que le fameux terme autodestructeur, là, on était des gens destructeurs, qui avaient des attitudes destructives, destructrices. Puis là, il parlait des sujets aussi que moi, j'avais pas. Qui étaient toutes de l'ordre de la consommation de drogue, les dépendances. Les dépendances, puis là, venaient des consommateurs vraiment qui faisaient des overdoses à répétition, qui faisaient des menaces de suicide. Moi, je ne suis pas allée vers là. L'automutilation aussi, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça. Tantôt, on parlait du livre que j'avais lu, que je ne me reconnaissais pas dans le borderline, puis tout ça, mais il y a cette partie-là aussi où il y a des gens qui ont une partie... Il y a des gens qui vont faire que de l'automutilation, qui ne parleront jamais de suicide. Il y a des gens qui vont avoir le package deal au complet.
Les gens qui Ça souffrent. dépend, encore une fois, c'est comme on disait au début, c'est deux personnes avec le diagnostic de personnalité borderline n'auront pas les Ouais. mêmes symptômes, n'auront pas. Puis c'est vrai que les gens comme ça sont décriés comme des monstres. Là. C'est incroyable. Sérieusement, quand tu dis personnalité borderline, la première image qui vient dans la tête des gens, c'est c'est une esti de folle ou c'est un Une esti de crise de fou. folle. Une crise de folle, crise de Ouais. fou, crise de tout ça. Puis, Mhm. je veux dire, premièrement, tu lis ça en ligne sur des choses comme des personnes qui sont supposément professionnelles. Ouais. Les professionnels pensent comme ça, les gens pensent Mhm. comme ça. Comment est-ce que Ok. toi, tu n'es pas censé penser comme ça rendu là? Exactement. Exactement. Je pense que ce qui m'a sauvé, c'est le fait d'être borderline, dans le sens de fuck you. Tu sais. Alors, non, je suis pas de même. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a protégée un peu. Euh, à ce moment-là, j'avais pas toutes mes gardes de baisser, fait que c'était parfait. Euh, puis je pense que j'ai été capable de faire la part des choses. Mais reste que ça m'a fait mal en tabac. Puis là, je me gêne pas de sacrer parce que je me rendais compte qu'on parlait pas de ma souffrance, on parlait de ma façon d'être en société. Exactement. Puis là, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui clochait. Puis ça m'a fait énormément peur parce que, comme tu dis, si les professionnels de la santé pensent comme ça, qui est-ce qui va m'aider? Il y a un désemparement rendu là de Complètement. comme, Complètement. tu sais, il y a une espèce de est-ce que je suis seul dans ma bataille? Est-ce que je suis seul dans mon coin? Est-ce que je suis tout seul, tout simplement, là-dedans? Alors qu'on se sent déjà énormément seul. On est isolé parce qu'une des choses qui est assez répandue chez les TPL, c'est de se sentir incompris. Parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. Puis souvent, dans les propres moi-même avec l'anxiété, puis je veux dire, la phobie sociale, puis tout ça, je veux dire, il y a des moments donnés où je me sens, tu sais, je parle à des gens, puis je suis comme, oui, mais non. Il y a Mm-hmm. tout le temps le oui, mais non, puis tu essaies d'expliquer, puis la personne pense qu'elle va comprendre, mais comme, puis là, tu essaies de t'expliquer, mais non, c'est pas ça, Mm-hmm. c'est dur à expliquer, c'est dur de connecter avec quelqu'un qui comprend pas. Et l'inverse aussi, dans le sens Oui, que, tu sais, là, quand tu croises quelqu'un puis tu sais très bien que la personne fait de l'anxiété, il y a comme un clin d'œil qui se fait, genre, OK, on se comprend. Là. ouais. Ça, c'est ce qui arrive en thérapie de groupe que les gens ne comprennent pas avant de le vivre. Mais exactement. Puis, je veux dire, moi, c'était pas nécessairement une thérapie, c'était plus des ateliers. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais Revivre. Ben là, maintenant, ça a Oui, un changé peu. de nom. Maintenant, ça s'appelle C'est vrai? Relief. Relief. Depuis cette année? Ça a changé de nom il y a 2, 3 mois. Là. OK. Wow. OK. Puis, dans le fond, excuse-moi, C'est ça a correct. changé de nom, c'est Relief. Et à l'époque, j'avais suivi l'atelier qui était l'atelier l'autogestion de l'anxiété, justement. Mm-hmm. C'était comme justement le 10 rencontres, tout ça. Puis, on est une quinzaine de personnes qui est là. Puis moi, c'était la première fois que j'étais en contact avec d'autres personnes avec qui j'en parlais ouvertement, autres que mon conjoint, puis des amis Ouais, comme Marie-Pierre, puis ouais. Guylaine, tu sais. Exact. Exactement. Puis, je veux dire, mon conjoint, Marie-Pierre, Guylaine, c'est des personnes super compréhensives. Je veux dire, Vraiment. c'est des personnes Ils vivent ouvertes aussi leurs d'esprit. enjeux. Exactement. Mais souvent, je leur parle, je vais leur expliquer les choses, puis il y a cette déconnexion-là, cette incompréhension-là qui est comme difficile. Et j'arrive dans ce groupe-là, et tu as comme tu dis, cette espèce de clin d'œil-là où quelqu'un va dire quelque chose, ou tu vas dire quelque chose, puis tu vas voir que la personne est comme, Oui. tu vas juste voir dans ses yeux que la personne te comprend. Et ça m'a enlevé un poids des épaules, là. Ouais. Parce qu'on a beau se le dire, on n'est pas tout seul, il y en a d'autres, on n'est pas tout seul. Mm-hmm. Tant qu'on n'a pas eu la preuve, on ne le sait pas vraiment. Je vous le dis, guys, quand tu as Mm-hmm. la preuve et que tu arrives à communiquer avec des gens qui sont dans la même situation que toi, même situation, mais différente, là, on s'entend, Mm-hmm. il y a quelque chose, il y a une synergie de groupe qui se fait. Je me suis même fait un ami dans ce groupe-là. C'est Écoute, clair. c'est magique. Tu sais, quand tu te rends compte que non seulement en face de toi, tu as quelqu'un à qui tu n'as pas besoin de l'expliquer, mais
quelqu'un à qui, en plus de ne pas avoir besoin de l'expliquer, va avoir de l'empathie, va même avoir de la sympathie pour ce que tu ressens sans que tu aies besoin de l'expliquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cadre thérapeutique. Et la personne ne te jugera pas. Elle ne te jugera jamais. Parce que ça, c'est une chose qui est difficile, puis probablement que tu l'as vécu de ton côté, mais il y a beaucoup de jugements. Ben oui. Ben oui. Y a-tu des jugements que des gens peut-être dans ton entourage ou des gens autour de toi ont fait ou des préjugés que tu es comme, OK, il faut que ça cesse. Genre. Faut que Quand ça j'ai eu mon cesse. diagnostic, puis moi, je suis sur des groupes. Tu sais, j'ai commencé à étudier en éducation spécialisée en 2019, juste avant la pandémie. J'ai fait la moitié. Puis, dans cette optique-là, moi, j'avais fini mes thérapies. Je m'étais inscrite sur des groupes Facebook. Ça a pris des années. Il a fallu que j'étudie en éducation spécialisée pour m'inscrire sur des groupes Facebook d'entraide de borderline. Je me suis rendu compte que tout le monde vivait ça. À partir du moment où tu annonces que tu es TPL, tout passe sur le dos du diagnostic. Puis, OK, bon, ça, c'est une affaire. Mais après, les gens s'arrêtent là. Ils font pas comme ah, OK, c'est parce qu'elle est TPL, mais il y a quelque chose à comprendre de plus, tu sais. C'est ah, on sait bien que tu es TPL. Je suis autre chose que mon anxiété. Je suis autre chose que mon borderline. Je suis autre chose que peu importe le trouble ou quelque chose qu'on a. On est autre chose que ça. Absolument. Et comme tout être humain, j'ai des émotions dans la vie qui Ben, ne sont pas reliées à mon anxiété. Ben, exactement. J'ai le droit d'être en colère. Exactement. Puis, tu sais, tant mieux si tout ça m'a aidé à mieux exprimer mes émotions, les ateliers, puis tout ça. Mais reste que là, c'est rendu que j'avais plus le droit d'être en colère. J'avais plus le droit d'avoir de la peine. Je réagissais toujours trop. J'étais toujours trop intense. C'est ça l'affaire avec les TPL. On est toujours trop intense. Trop too much. Too much. Too much, too much. Puis mettons là que, OK, je le sais que je suis too much, je suis pas bien là-dedans non plus. En dessous de ça, ça se peut-tu que j'ai le droit d'être en colère quand même? Oui. Puis la chose, moi, qui m'a aidée, puis que je ne sais pas encore comment l'expliquer aux gens, l'importance de ça, là, mais quand j'ai commencé ma thérapie comme TPL, j'étais en relation. Je n'étais pas un couple officiel, mais reste que encore aujourd'hui, c'est mon jumeau, c'est mon. On a vécu on a vécu une relation complètement débile, tu sais, intense, tellement hot, intense, mais tellement trash. Mais on a grandi là-dedans, tu sais. Puis lui, il me l'a dit à quelques reprises quand même. Ça a été difficile au début parce que trop intense dans tout, puis nanana. Puis à un moment donné, il y a comme, à force d'y expliquer que il y avait quelque chose en dessous, lui, il a comme arrêté de prendre les choses personnelles, de un, mais il a toujours mis ses limites. OK. Puis il me laissait la place pour vivre mes émotions, puis après, on réglait ce qu'il y avait à régler. Puis au début, c'était très, très, très confrontant parce qu'au début, il ne voulait pas parler de la problématique. Il me disait, regarde, là, vis tes émotions. Vis tes émotions. Là, j'étais, je voulais régler l'affaire. Tu sais, je voulais fouiller dans le caca. Vis tes émotions. Fait que là, moi, je le voyais comme quelque chose comme quelqu'un de fermé, comme il manquait d'empathie. En tout cas, c'est complexe. C'est vraiment complexe, mais reste que j'ai pogné le bon gars au bon moment qui vivait les bonnes choses. Puis il est resté, malgré tout ce qu'on a vécu. Lui, il y avait des shit à régler aussi. Là. Mais ça rend les relations difficiles, ne serait-ce que la relation avec ma famille. Moi, de mon côté, la relation avec ma famille, la relation avec mon conjoint, je veux dire, tu sais, puis chapeau à mon conjoint parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un
comme moi, mettons. On va dire ça Ouais. comme ça. Ouais. Puis, je veux dire, mais en même temps, c'est que lui aussi, il a des émotions de son côté. Lui aussi, c'est un Mhm. être humain, tu sais. Fait Ouais. que ça peut pas être juste à propos de moi, ça peut pas être juste à propos Oui, de tout ça, ça peut pas être exact. juste être à propos de ma guérison, C'est mais ça. quand tu embarques dans un mode de OK, là, je travaille sur moi-même, je travaille sur aller mieux, tout ça, ça peut être facile, malheureusement, d'oublier les gens autour. Tellement. Ça peut être facile. Et souvent, j'ai besoin, ça m'est arrivé d'avoir besoin d'un wake-up call de OK, attends, il n'y a pas juste toi, là, il y a d'autres choses autour. T'sais. Parce que Mané, on se fait mettre tellement dans notre guérison, on veut tellement aller bien qu'on focus Mhm. tellement sur nous qu'on dirait qu'on oublie d'avoir justement peut-être l'empathie puis d'avoir comme Mhm. pour les autres. Ben oui, on demande à tout le monde d'être empathique envers nous, puis après, on ne l'est pas. Fait qu'il y a comme, ça rend des relations difficiles. Ça rend des T'as-tu relations. t'as-tu eu un gros wake-up call, toi, de ce côté-là? En termes de, oh mon Dieu, la vie tourne autour de mon nombril depuis combien d'années, là? Pour être honnête, ouais, j'ai eu un gros wake-up call. Il y a un moment donné dans les 2 dernières années où, avec mon conjoint, ça l'a comme. Avec Ouais. Yannick, ça l'a tombé un petit peu down. Puis c'était à cause de ça, parce que c'était moi, moi, moi. Puis Mm. c'est que lui, il s'est perdu là-dedans, tu sais. Puis Yannick, on va se dire qu'Yannick, c'est une personne calme, c'est une personne, tu sais, lui, tu sais, moi, je suis un extrême, je suis émotif, je suis comme, Ah oui? je suis comme, oui, oui. OK, c'était sarcastique, ça. Tu sais, je suis là, puis lui, il est un petit peu plus calme, puis il est un petit peu plus cartésien, tu sais, un petit peu plus dans la logique des Mhm. choses, puis un petit peu plus comme ça. Fait c'est beaucoup, des fois, on a beaucoup de mauvaise communication à cause de ça, parce que moi, je parle au level émotif, lui, il va parler au level logique, fait puis on ne se rejoint pas toujours, tu sais. Mhm. Puis c'est ce moment-là où notre relation a presque pris une fin. Ça s'est presque terminé. Il y a eu une espèce de gros de ça. Et c'est là que ça fait comme attends, non, 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 là. Moi, je ne voulais pas que ça se termine, évidemment, là, Mhm. je veux dire. Ça. Et c'est cette réalisation-là que, OK, non, attends, je suis dans un couple en ce moment. Oui, il y a David. Oui, il faut que David aille mieux, que David travaille sur lui-même. Mais Yannick, il est là, là. Mhm. Yannick, il est là, lui aussi. Puis lui aussi, il a ses shit, lui aussi, il a son passé, lui aussi, il a des traumas. Puis c'est pas quelque chose sur lesquels nécessairement j'avais focusé à l'époque, là, Ouais. comme ça. Et, comme moi, j'ai toujours eu l'idée que pour qu'un couple fonctionne, il faut que tu aies David qui soit bien, il faut qu'Yannick soit bien, mais il y a comme une troisième personne Oui. qui est le couple, puis il faut que lui Ouais. aussi s'y aille bien, tu sais. Oui. Sauf que Ouais. je me rends compte que là, David prenait la place des trois, Mhm. tu sais. Fait que oui, c'est dur. Puis même avec ma famille, je veux dire, avec ma mère, tu sais, comme, parce que ma mère veut pas, elle veut mon bien-être, puis elle me pose tout le temps des questions, elle va comme insister, genre de, là, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, t'as-tu vu ta psy, tout ça, puis c'est à un moment donné, OK, quand je travaille sur moi-même, puis je vais être franc, j'ai été pas fin avec ma mère, là, tu sais, des fois, c'est des coups de, OK, ta gueule, tu m'énerves, genre, tu sais, Mhm. comme, fait que, tu sais, il y a comme cette relation-là, puis il y a une personne dans ma famille qui ne croit pas à ça, aux maladies mentales. Fait que, Mm. encore là, ça a créé beaucoup de friction, beaucoup de. Tu sais, fait qu'il y a comme toutes ces relations-là autour de toi Ouais. qui se basent sur des nouvelles choses, Ouais. qui se basent sur des nouveaux concepts parce que là, tu as un diagnostic, tu sais Ouais. où t'en aller, tu te concentres trop sur toi, puis on dirait que ça remet, c'est comme si ça reset, pas que ça reset toutes tes relations, mais on dirait que ça, je sais pas comment dire. Ça repositionne, la Ouais, perspective change. oui, mais ça les change en même temps beaucoup, genre, parce que c'est comme si tu mettais un nouveau stamp dessus, genre. Ouais. Puis c'est pas quelque chose de facile à vivre, là. Moi, Autant ça a pour été moi que la chose pour la plus eux. difficile. Oui, Ça a été vraiment l'étape la plus difficile. Elle est venue après les thérapies, oui. juste avant de rentrer en éducation spécialisée, en fait, en 2019. J'ai eu je ne sais pas qu'est-ce qui a fait le déclic, à part que ça commence à aller très mal dans ma relation avec mon copain. On ne trouvait pas
terrain d'entente parce que lui aussi était très cartésien, très analytique. Puis on était rendu que notre relation, c'était que de la psychanalyse l'un envers l'autre. Puis il y avait effectivement un manque d'empathie de son côté et je lui en demandais beaucoup du côté empathique. Et il n'était pas rendu là dans sa vie et je lui en donnais pas tant non plus. Fait que, je dis que je sais pas c'est quoi le déclic, ça a été ça, là. C'est lui qui m'a fait réaliser que je n'étais pas toute seule. Mais toutes mes relations, justement avec ma mère, avec mon frère à l'époque, avec mon père, tout s'est mis à unfold devant moi. Puis je me suis rendu compte de tout le mal que j'ai fait à cause de mon TPM. Puis ça a amené une nouvelle perspective parce que, tu sais, je chiale bien qu'ils nous décrivent comme des monstres, mais quand j'ai réalisé tout le mal que j'avais fait puis toute la place que j'avais prise, je me suis sentie comme un monstre. Et j'ai encore de la misère avec ça. Puis 2 ans plus tard, cette prise de conscience-là, il y a des choses que j'ai de la misère à me pardonner. Il y a les sacrifices que ma mère a fait, la méchanceté que j'ai utilisée pour me protéger, le manque de gratitude. J'étais ingrate envers tout ce que le monde déplaçait pour s'adapter à moi. Puis que moi, dans le fond, je faisais quoi pour m'adapter? T'sais? J'avais clairement un trouble d'adaptation créé par mon TPA. Puis, dans ma tête, je faisais beaucoup, beaucoup d'efforts pour m'en sortir. Mais au final, je déplaçais pas les bonnes montagnes, tu sais. Parce que, tu sais, pour moi, c'était comme suffisant de me mettre à bout à force de travailler sur moi-même. Mais tant que je prenais pas conscience que je le faisais, que je devais régler mes affaires pour les gens autour de moi aussi, pour plus qu'il y ait besoin de travailler en double pour m'aider à payer mon loyer. Je veux dire, j'ai 35 ans, je suis à peine autonome financièrement. Ça n'a pas de sens, tu sais. Avant de réaliser ça, là, genre, je pourrais paraître comme une grosse profiteuse. Là. Puis je sais que je suis dure envers moi-même parce que j'ai jamais eu l'intention d'être une profiteuse. Puis pour moi, c'est fou comment je le voyais pas. Mais puis c'est pour ça que, tu sais, je suis pas nécessairement un monstre. Je suis quelqu'un qui a souffert, qui le voyait pas. Mais avec ça est venue toute la remise en question de tout ce que j'ai été, puis toutes les perceptions que j'ai eues, tous les conflits que j'ai eus. Est-ce que j'étais vraiment... Tout ce qui s'est passé dans le passé, les relations qui ont mal tourné, les relations qui se sont terminées out of nowhere. Il y a comme une espèce de questionnement de jusqu'à quel point, puis encore, je vais utiliser le terme monstre, là, mais à quel point j'étais un monstre, à quel point j'étais... Tu sais, de mon côté, c'était à quel point j'étais méchant, à quel point j'étais désagréable, tu sais. Je veux dire, j'ai eu la chance que Guylaine puis Marie-Pierre restent, mais il y a beaucoup de personnes que j'ai perdues au cours de tout ça, tu sais. Puis, c'est vraiment niaiseux, mais il y a des gens pour qui que j'aimais beaucoup, que j'avais, puis juste Léa, c'en est un exemple. On a eu une conversation à un moment donné sur Facebook, puis elle avait été comme très agressive dans sa réponse. Puis j'ai demandé, comme, voyons, pourquoi tout ça? Et en ayant une conversation, Léa était persuadée que je la détestais en tant qu'être humain. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Mais de la façon que j'agissais avec elle, c'était un peu comme ça. C'est là où je vous dire que je disais que j'étais un petit peu agressif et méchant, dans le sens je me souviens que c'était beaucoup dans ton humour, puis j'étais de la même chose, puis je l'ai fait beaucoup avec toi. Mais moi, dans mon humour, j'étais méchante, puis pourtant, je t'adorais. Mais c'est ça, souvent, tu as comme une espèce d'amour pour une personne, puis c'est juste plus tard, tu te rends compte de
ben voyons, je la traitais pas comme si je l'appréciais, je la traitais pas comme si j'avais du respect pour cette personne-là. Il y a comme une espèce de découverte de ça. Puis oui, comme tu dis, on se sent comme un monstre un petit peu, mais c'est là aussi où moi j'ai eu un gros déclic quand je suis arrivé avec le concept de bienveillance envers soi-même. Oui. C'est quelque chose de très difficile. Puis, je vais être honnête, je n'arrive pas à l'appliquer à 100% parce que c'est ça. C'est pas facile. Oui. Mais c'est un processus qu'il ne faut pas oublier dans tout processus mental, selon moi. Être bienveillant envers soi-même, ça implique beaucoup de choses. Pas de mettre la faute de tout ce qui s'est passé dans notre passé sur, comme tout ça, de ne pas s'en laver les mains, mais de se dire, OK, de se donner le droit d'accepter que c'est arrivé, de se donner le droit de passer à autre chose, de se donner cet amour-là à soi-même, mais ça implique aussi de se donner le droit de faire encore des erreurs, se donner le droit de pas être guéri à 100%, se donner le droit puis sérieux, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est me donner le droit d'avoir une écœurantite de travailler sur moi-même. Me donner le droit de prendre un break de travailler. Exactement. Et c'est ça, souvent, qu'on va oublier parce qu'on devient tellement... Tu sais, on dit que les gens vont mettre toute la faute sur nos problèmes mentaux de « Ah, ça, c'est parce qu'il y a borderline, ça, c'est parce qu'il y a phobie sociale, tout ça, nanana. » Mais personnellement, ça m'arrive de le faire aussi. Ça m'arrive de le faire. Puis je me rends compte que je me donne cette haine-là envers moi-même. Puis, je veux dire, admettons là, que tu me dirais une affaire que tu vis, tout ça, que, mettons, là, situation X arrive, puis tu me dis, ah, je me sens comme un monstre, genre. À toi, je vais dire, ben non, tu sais, c'est ci, c'est ça. Puis, tu sais, je vais t'amener le côté positif, je vais t'amener, tu sais, comme, je vais essayer de te sauter puis t'amener là-dedans. Mais si la même situation m'arrivait à moi, X, tout ça, que moi, ben moi, je suis une crise de merde, je devrais comme non. Tout à fait. Fait que des fois, de sortir à l'extérieur de soi-même, puis attends, si Marie-Ève, si Guylaine, si mon chum me disait la même chose, est-ce que mon discours serait le même que parce que c'est moi qui l'ai fait? Fait la bienveillance envers soi-même, c'est tellement un gros concept, une grosse bulle d'amour envers soi-même qui est dur à faire. Inconditionnel. Oui. C'est dur, c'est rough. Mais le pire, c'est qu'on est capable d'aimer inconditionnellement quelqu'un d'autre qui nous maltraiterait, qui nous ferait toutes sortes d'affaires qu'on ne devrait même pas accepter, mais on l'aime, c'est fou. Puis nous, on veut juste notre bien, puis on a de la misère à s'aimer. Moi, je dis souvent, mon concept à moi de la bienveillance envers moi-même, quand j'ai besoin de prendre du recul, parce que ça me prend ça pour être bienveillante, c'est « et si j'étais ma propre petite sœur? Qu'est-ce que je dirais à ma petite sœur? » Puis ça vient aussi dans... Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si tu as eu ça dans ta phobie sociale. Tu sais, moi, je n'ai pas eu de diagnostic de phobie sociale, mais j'ai pas mal tout ce qu'il faut, là. Ça, tu sais, l'anxiété, puis tout ça, veut pas, ça donne une relation avec les gens extérieurs difficile aussi, là, veut pas, là. Oui, puis je te dirais que moi, j'ai plus de misère avec les gens que je connais. Faire une activité avec des gens que je connais, c'est ah mon Dieu, parce que je suis encore la fille qui n'a pas des bonnes nouvelles, je suis encore la fille qui ne se gère pas, je vais encore pas bien, ou genre j'ai rien à compter parce que je suis seule chez nous depuis 1 mois et demi, j'ai rien à dire. Bref, ça part, là. Mais reste que, à force de vivre ma vie sur mon esti de sofa à rien faire, ben, la bienveillance, ça passe aussi par prendre soin de son appartement, faire sa vaisselle, prendre une douche. Ouais, s'alimenter comme il faut. J'ai commencé à faire de l'exercice avec mon conjoint. Comme tu dis, cela implique beaucoup de choses, la bienveillance envers soi-même. Oui, et puis tu sais, des fois, on ne sait pas comment faire avec psychologiquement, comment se parler. Des fois, c'est bon de se taire et de se faire un bon chocolat chaud. Exactement. Ça ne passe pas tout le temps par le travail sur soi. C'est pas parce que tu prends une pause, que tu prends un break, que tu fais de la fuite. La fuite, ça c'est important de le dire, la fuite, c'est si tu tasses le problème pour jamais y revenir. Ça, c'est de la fuite. Si tu tasses le problème pour y revenir dans le futur quand tu vas te sentir mieux, que tu vas avoir plus d'énergie, que tu vas ça, c'est pas de la fuite. C'est juste
prendre soin de toi-même. Ouais. Excuse-moi, fallait que je le dise. Parce que Ben non, ça me fait réfléchir, c'est parfait que tu le dises parce que tu vois, moi, j'en fais de la fuite. Je reporte, j'y reviens au problème à la dernière minute ou un petit peu trop tard ou je me mets dans une situation où là, c'est tellement difficile pour moi de prendre des décisions que je le reporte jusqu'à temps que je n'ai plus beaucoup d'options. Comme ça, la réponse vient d'elle-même. Rien faire est un choix. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, il y a comme un mélange des deux. Je sais que je vais revenir au problème, mais T'attends je que ça ne y vis ait pas comme dans une... le moment présent. OK. Tu sais, je fuis dans le sommeil beaucoup. Quand je sais que j'ai des choses à régler, c'est avec des prêts étudiants, avec les banques. Un compte que je ne peux pas payer, ben, que je ne sais même pas quand est-ce que l'argent va rentrer, ben, je ne répondrai pas. Parce que j'ai rien à dire. Je sais pas. Fait que, tu sais, j'ai fait énormément de fuites. Mais ça, c'était pour moi un manque de responsabilisation. Tu sais, c'était juste un je ne sais pas comment gérer ça. Là. Puis des fois, là, même les personnes typiques ne veulent pas gérer ça, ces affaires-là. Là, tu sais, Mais c'est ça qu'on se rend compte aussi quand on s'enlève la tête de notre propre cul. Ça a ses bénéfices aussi genre, de se rendre compte que, hey, il y a d'autres gens autour. Genre, OK, tout le monde a des struggles. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça aussi que les statistiques de santé mentale, genre, une personne sur 5 sera un jour atteinte par la de santé mentale. Non. Asti que ça gosse. Asti que 100 ça gosse. fucking % des gens. Genre, t'as-tu mal au genou? Non. Est-ce que tu te sens pas bien? Ouais. Tu vis un enjeu de santé mentale. Est-ce que tu souffres de quelque chose de ta tête, de ton cœur? Tu vis un enjeu de santé mentale. Puis tout le monde a eu des choses qui les ont affectés. Genre, je m'excuse, je connais personne qui a eu une enfance parfaite. Personne. Tu auras beau être la personne la plus riche du monde, d'avoir les. Tout le monde n'a pas eu. Il n'y a personne qui a eu une enfance parfaite. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Puis si quelqu'un me dit j'ai une vie parfaite, non seulement je ne te créerai pas, mais je vais être prêt à croire que tu es la personne qui a le plus de bobos sur la planète. Qui a le plus de bobos? Oui, ouais. c'est ça. Ben oui, exactement. Tu sais, j'ai un ami qui, lui, a quand même eu beaucoup de stabilité dans sa jeunesse, jamais été vraiment confronté. Et c'est maintenant, aujourd'hui, un problème. Parce qu'il a toujours été. Il n'a pas été dans du papier bulle parce que c'est pas des parents qui étaient dans le déni de le protéger de tout le mal. C'est juste qu'il était confortable. Sauf que le confort s'en va un jour. Oui, effectivement. Écoute, mais je veux pas, on l'a même dépassé un petit peu, mais je fais de la conversation tellement intéressante que je voulais juste pas l'arrêter. Là. Mais écoute, c'est clair que si tu veux qu'on revienne là-dessus sur un autre épisode, moi, ça va me faire plaisir. Absolument. Mais pour cette fois-ci, je vais devoir mettre fin à l'épisode. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup terminer mes épisodes sur le conseil/recommandation de la semaine. Je dois avouer que pendant tout le podcast au complet, on a donné des conseils tranquillement déjà, mais on va le faire quand même plus formellement. Est-ce que tu aurais un conseil/recommandation à faire à mes auditeurs? Les miens, là. Le podcast, puis ouais, les tiens, là. Écoutez le podcast, prenez des notes. Je vais partager mon dicton puis mon mantra. Rien n'est impossible, tout s'apprend. Mon conseil qui vient derrière ça est que tout peut se démystifier et on a tous les compétences internes pour régler des situations. Même si quelque chose a l'air d'une montagne, c'est pas vrai qu'on peut pas s'en sortir. Les vrais murs n'existent pas. Tout s'apprend. On peut apprendre à gérer sa vie, on peut apprendre à s'autogérer, on peut apprendre à vivre ses émotions sainement. Tout s'apprend. Techniquement, là, il y a des techniques puis des outils qui existent partout à l'infini. Donc, si on a voulez-vous? En voilà. C'est ça. Fait que si on a de la misère à régler quelque chose, on change d'outil, on l'apprend autrement. Puis rien n'est impossible. Pas tout est possible. Rien n'est impossible. Parce que ça, je le dis de cette façon-là parce que je m'adresse au désespoir chez les gens. Le désespoir que j'ai vécu, que je vis encore des fois.
rien n'est impossible. C'est pas vrai. C'est une fausse croyance. Donc, rien n'est impossible, tout s'apprend. Je vais y aller avec quelque chose dans la même veine, avec une espèce de petit proverbe qui est un petit peu mon mantra aussi, si on veut. Ne sois jamais le cliché de personne, car tu es poésie. Oh. Et moi, je le prends de cette façon-là où j'ai pas besoin d'être le cliché de ce que les gens veulent que je sois ou le cliché de ce que moi-même je croyais que j'étais, parce que je suis un être humain complexe, autant de par qui je suis que de par ma santé mentale à la base aussi. Ah, j'aime ça, puis c'est sûr que c'est beau. C'est beau un poème. Oui. Puis chaque être humain a quelque chose de beau. Presque chaque être humain. Si c'est pas beau, c'est fascinant. Exact. Au moins, c'est ça. Puis j'aime ça ton truc, parce qu'en plus, la poésie, on a toute notre compréhension de. Chaque personne a sa compréhension d'un même poème. Exactement. A sa propre vision aussi d'un élément différent. J'adore. Mais sur ce, je mets fin au podcast et on se revoit la semaine prochaine où on apprend pourquoi le tapis de bain pue quand tu ne l'as pas lavé depuis 3 mois.